Je m'appelle Bernard Ollier, je vais vous présenter une vision du marché de la bio et spécifiquement du réseau bio. Les outils que nous allons utiliser dans cette analyse sont essentiellement un panel de la distribution bio qui s'appelle Bioanalytique, que vous pouvez voir symbolisé par le petit papillon. On a aussi une analyse de la consommation bio en GMS, en grande surface, et dont les chiffres sont donnés par notre partenaire Circana. Et puis aussi, vous verrez un certain nombre de chiffres qui viennent de l'agence bio et de la vision qu'ils ont régulièrement du marché. Avec ces chiffres, on vous propose une analyse de la situation du marché et aussi de son évolution. Voilà. Bien, je vous propose de procéder en entonnoir, c'est-à-dire d'abord la consommation au sens large du terme, et en échangeant avec vous quelques remarques, quelques commentaires. Et puis ensuite la consommation bio, et puis ensuite la consommation en réseau bio, et puis ensuite on en tirera quelques conclusions ou quelques éléments d'analyse de facteurs d'évolution. Alors tout d'abord la consommation. Enfin, vous le savez, et ce sont là des données que vous connaissez, il suffit d'ouvrir France Info le matin pour les avoir. Mais quoi qu'il en soit, la consommation c'est important. C'est important dans un pays comme le nôtre, c'est la moitié du PIB. Et le PIB, c'est 2500 milliards d'euros. Donc un point qui concerne la consommation et qui nous a tous impactés récemment depuis les crises, et c'est important cette histoire de succession de crises, c'est le fait que ces crises ont percuté la vie des Français qui sont des consommateurs, qui sont comme vous et moi. Mais alors cette percussion, elle s'est manifestée par exemple dans le taux de divorce, bon, c'est sans commentaire, qui a explosé, mais aussi le télétravail. Bon, je ne sais pas comment vous le vivez, mais le télétravail a vraiment changé la nature même du travail. L'inflation alimentaire depuis 3-4 ans, en tout cas là, depuis le début de la crise, est à 14%. On n'avait pas connu d'inflation depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Les Français ont un record d'épargne à l'heure actuelle. Leur consommation alimentaire, dans le même temps, est à moins 16% sur 3-4 ans. Tout ça, c'est pour vous donner des indicateurs. Mais il y en a un que je suis allé repérer qui est à la limite plus important, plus significatif, notamment dans notre métier. C'est celui de la sensation de précarité. C'est assez important de le regarder, c'est-à-dire le fait de renoncer pour continuer à vivre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, cet indicateur, c'est l'INSEE qui le suit. Et il suit 13 actions qui semblent minimum aux gens pour avoir un niveau de vie qu'ils jugent acceptable. Comme par exemple avoir 2 paires de chaussures. Comme par exemple partir une semaine par an en vacances. Voilà. Bon, mais dès qu'on renonce à cela, eh ben, on se sent appauvri, c'est-à-dire déclassé. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est important. On est dans un record à l'heure actuelle de cette sensation de déclassement. D'accord ? Et ceci est la pointe avancée d'un iceberg qui est très important pour l'avenir même du réseau bio, qui est le fait que la classe moyenne est en train de disparaître. Je fais de la sociologie de comptoir rapide, mais c'est important pour la suite. On est en train d'assister à une polarisation de la société entre une classe moyenne qui tire vers le bas et, disons, des revenus supérieurs, avec une polarité où on ne l'avait pas connue depuis les années 50. On a vécu avec un système de distribution et de grande consommation dont le moteur a été la classe moyenne. D'accord ? Donc là, il y a un changement assez profond. Et vous verrez que ce changement infuse la suite par rapport au prix, par rapport au choix. Bon, ça c'est un premier point. Et je voulais profiter de l'audience et de l'opportunité d'échanger
pour pointer du doigt deux autres événements sociologiques ou socio-économiques qui ont été importants dans l'évolution de la bio. Le premier, c'est de faire attention à ce qu'on nous dit. Je veux dire par là, on est tous dans des études de marché, dans le fait de vouloir vendre dans un réseau. Eh bien, de plus en plus, vous avez un politiquement correct qui s'instaure et une différence très nette entre l'attitude et le comportement. Ce que je veux dire par là, c'est que qui serait contre l'écologie au sens large? En France, l'écologie a gagné. Personne ne veut aller tuer les chatons, polluer les cours d'eau ou polluer l'atmosphère. Personne. Personne va vous dire le contraire. Mais par contre, dans le comportement, il y a des choix qui sont faits, qui n'ont rien à voir avec l'attitude. Et ça, c'est assez déroutant. Et du coup, c'est assez difficile de piloter l'évolution de la consommation. Et le dernier point sur lequel je voulais pointer votre attention, c'est celui-là. C'est-à-dire que le réseau bio est en train de souffrir de l'euphorie qu'il a connue à cause, grâce ou pendant le Covid. Pendant le Covid, il y a eu une surconsommation de bio et notamment en réseau bio. Parce qu'il n'y avait plus de restauration, les gens étaient chez eux, ils ne savaient pas quoi faire, bon, ils mangeaient bio, il y avait un peu de sous, bon voilà. Mais cette surconsommation a caché l'arrivée en GMS de copies de la bio. Et pour vous donner quelques chiffres, en 2019 et 2020, il y a eu une croissance de l'assortiment bio en GMS, toutes filières confondues, de 20%, avec une croissance des ventes labellisées bio en GMS de 20%. Et ça, cette copie, si vous voulez, de la bio qui était à l'époque, qui était auparavant exclusive du réseau bio, a percuté directement, à la suite du Covid, la consommation bio en réseau bio. Maintenant, venons-en à la consommation bio. Les trois cercles que vous voyez, bleu pour la consommation bio en GMS et hard discount, vert pour la consommation bio en réseau bio, sont en proportion à peu près les mêmes. 2019, 2021, 2023. 2021, c'est le pic. Donc si vous regardez le chiffre en bas, vous voyez qu'on arrive 9 milliards 8, on arrive au niveau de 2019 en 2023. Donc on pourrait se dire ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé en vente, sauf que pendant le même temps, il y a eu une inflation. Et notamment en réseau bio par rapport à 2019, elle est de 13%. Donc quand d'un côté, vous avez un chiffre d'affaires étal et une inflation de 13%, le calcul est simple, la demande baisse de 13%. On va le faire rapide et vous m'excuserez pour ça. Donc ça, c'est vraiment un élément important. C'est-à-dire qu'on a, à l'heure actuelle, en consommation bio en général, une baisse nette de la demande. Maintenant, rentrons plus en entonnoir, donc dans le circuit bio et dans la consommation du circuit bio. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Mais pour guider votre regard, ça, c'est le pic en réseau bio. Le pic a été en 2021. On est en plein, allez, on va dire on est en plein Covid. Hein. Ensuite, on retrouve en réseau bio ce que je vous racontais, c'est-à-dire qu'on est en 2023 au niveau de 2019, hein, en termes de chiffre d'affaires, avec déjà un premier élément d'attention et d'alerte, c'est qu'on se retrouve en non alimentaire dans une vraie chute par rapport à 2019. Et vous allez le voir, on va le voir ensemble. Au niveau du non alimentaire, on va dire que l'ensemble de ces trois familles que sont les produits d'entretien, l'hygiène beauté et les compléments alimentaires souffrent. Pour des raisons différentes, mais souffrent. Et voilà. Donc l'alimentaire même est à un niveau relativement plus faible, mais quand même avec une inflation à plus 8%. Alors attention, là je vous fais des correspondances. Ce que vous voyez ici sont des correspondances par rapport à 2022, mais c'est pas très grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, le réseau bio est au niveau de vente de 2019 et par-dessus est venue s'impacter une inflation par rapport à 2019. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le réseau bio en termes de vente?
on assiste à une flottabilité, excusez cette expression, c'est-à-dire que depuis 4-5 mois, il y a une espèce de ligne de flottaison qui est atteinte et la baisse baisse, voire la baisse s'arrête. D'accord ? Voire quelquefois, il y a même quelques croissances qui sont signalées par les distributeurs. Alors, quand on pousse l'analyse un peu plus loin, cette flottabilité vient de manière très spécifique dans le réseau bio de deux facteurs qui sont contraires. C'est comme si vous aviez une poussée d'un côté et le poids de l'autre. Hein. Il suffit de reprendre l'allégorie du bateau et de la flottaison. Alors, à la baisse, il y a bien évidemment le réseau bio est cher, il y a un problème de pouvoir d'achat. Rappelez-vous cette classe sociale qui est en train de se déliter, qui est la classe moyenne. Donc, globalement, la classe moyenne qui venait avait un problème de pouvoir d'achat. Et à la baisse aussi, un parc de magasins, on va le voir peut-être plus en détail rapidement tout à l'heure, qui a tendance à se contracter. Et à la baisse définitivement, une indifférenciation de l'offre pour les consommateurs. Parce qu'il y avait une invasion, une razzia ou un tsunami, vous l'appelez comme vous voulez, de produits copies de la bio, identiques à la bio, qui ont rendu l'offre du circuit bio moins exclusive, moins différenciante, et donc on en souffre en termes de demande. Alors à la hausse, c'est très particulier de ce circuit, qui a des fidèles que nous appelons dans notre jargon entre nous les adeptes. Bon, vous nous excuserez de ce surnom. Bon, les adeptes sont des fidèles quasiment depuis le début du réseau, du circuit. Et ils ne vont pas partir comme ça. Donc vous verrez tout à l'heure qu'ils préfèrent manger un peu moins, mais rester. Hein. Et le deuxième effet, en poussée à la hausse pour continuer à avoir une flottaison, il est très important. Ce sont les fruits et légumes qui bénéficient en bio, et notamment en réseau bio qui fait des efforts à ce niveau-là, sont les fruits et légumes qui ont bénéficié de la guerre d'Ukraine. Alors ça devient un truc un peu géostratégique, qui elle-même a provoqué l'inflation sur les coûts de l'énergie globale que vous connaissez, et donc a provoqué un boom absolu des prix des fertilisants qui sont utilisés en conventionnel. Donc il y a le prix du conventionnel est plombé à l'heure actuelle par l'effet d'inflation, et notamment d'inflation sur l'énergie et le gaz, en l'occurrence pour les fertilisants. Et ça, c'est très important, hein, parce que ça continue à être un appel de consommateurs en réseau bio. Alors, si on rentre, c'est à peu près ce que je vous disais, donc je ne vais pas faire de redite, mais si on rentre dans le détail des 11 familles du réseau bio, je guide votre regard. Le grand cercle vert ou le grand demi-cercle vert, ce sont les produits sans EAN, qui font à peu près, on va dire, entre 40 et 50%, dont la moitié sont des fruits et légumes sans EAN. Donc, hein, okay. On ne sait pas exactement, hein, parce qu'on n'a pas, nous, et aucun panel en France en tout cas, n'a de possibilité de tracer les produits sans EAN, panel distributeur. Voilà, on en est là, mais ça, c'est la ligne de flottaison à l'heure actuelle. Et la ligne de coulage, si j'ose dire, ce sont tous les produits non alimentaires, que sont les compléments, l'entretien qui se balade quelque part, je suis désolé, qui est relativement petit, on va le voir, voilà, qui est là, qui est à moins de 1%, et donc les trois familles de non alimentaires. Et un dernier point pour insister un peu, c'est vrai que j'insiste, mais bon, au moins c'est clair, c'est qu'ici sur ce tableau, vous voyez bien qu'en 2023, en chiffre d'affaires, en vente, on est au niveau de 2019. Le parc de magasins est en contraction et assez net par rapport au pic de 2021. Vous connaissez certainement et bien mieux que moi toute l'histoire. Et l'inflation est à 13. Donc ce qui veut dire que vous avez, quand on fait des multiples et une petite équation, ben on arrive à une baisse de la demande d'environ 14-15%. C'est quand même significatif, hein, d'accord ? Voilà. Maintenant, je voudrais partager avec vous les facteurs clés de cette situation, qui est donc la baisse de la demande. Alors, il y a deux facteurs, de toute façon, qui sont évidents en termes de marketing, qui sont le prix et l'offre. Bon, pas très compliqué. Et donc, on va commencer par parler du prix et puis ensuite de l'offre. Alors, le prix en valeur absolue mais on s'est pris à un exercice qui nous paraît intéressant parce que
les personnes de France Info, les économistes, ont suivi un panier de courses, on va dire pas lambda, mais c'est un panier de courses moyen, d'un ménage moyen français. Ils le suivent mois après mois. Donc nous, l'exercice que l'on a fait, c'est de prendre ce panier qui est en général majoritairement, il y a peu de bio, il n'y a quasiment pas de bio. Donc ce sont des produits conventionnels achetés en GMS et quelquefois en hard discount, d'accord ? Eh bien, on l'a appliqué au circuit bio. Et donc ce qu'on voit en valeur absolue, c'est que le panier moyen en GMS va se retrouver à 110 € et 60% plus cher, vous avez un panier, le même panier bio. Alors c'est donc effectivement beaucoup plus cher. Donc à un moment donné, il faut avoir les moyens de manger en bio. Hein. Et donc le réseau en valeur absolue, mais on le savait, le réseau bio est en haut de la pyramide des prix. Mais ce qui est assez intéressant là, c'est l'effet d'aubaine dont je vous parlais. L'inflation sans fruits et légumes en GMS se retrouve à plus 13, à plus 14 pour des raisons de la fameuse guerre d'Ukraine, en tout cas du coût du gaz, des fertilisants et tout ce que vous voulez, alors que le réseau bio bénéficie de cet effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'on paie un certain nombre de coûts. Et l'autre point que je voulais vous signaler sur la valeur absolue du coût de la bio dans le réseau bio, c'est le fait que les adeptes font ce qu'on appelle dans un très bon français du shrinkage, c'est-à-dire qu'ils consomment peut-être un peu moins avec des formats un peu plus courts, un débours facial du prix d'achat plus bas, et voir des origines de Tunisie au lieu d'avoir des origines de Provence pour les huiles. Donc il y a une sorte de, d'accommodation des adeptes et des fidèles au réseau parce qu'ils ne veulent pas le quitter. Ça, c'est quand même un capital formidable. Hein. Donc ça, ce sont les prix du réseau en valeur absolue. Maintenant, en valeur relative, il y a un phénomène qui est en train de se passer, c'est que comme ce sont des prix plus chers qu'ailleurs, vous avez pour des produits identiques une migration des consommateurs du plus cher à un peu moins cher, GMS, à encore un peu moins cher, le hard discount. On a fait un essai pour une étude qu'on a faite sur le vinaigre. Figurez-vous, c'est le vinaigre ménager. Alors c'est un peu contre-intuitif. Là, c'est avant, là, c'est après. Désolé pour ça. Mais quoi qu'il en soit, la part en réseau bio des produits traditionnels, à cause de ce problème d'échelle des prix, est passé de 12% pour un marché à 94 millions. Le marché au global de tous les produits traditionnels, 3 réseaux, a augmenté, mais la part du réseau bio a diminué, tout simplement. Alors que, pourquoi ? Parce que les produits étaient jugés quasiment identiques. Là, on a pris l'exemple du vinaigre. Excusez-moi, pour faire le ménage, un vinaigre bio par rapport à un vinaigre conventionnel et par rapport à un vinaigre conventionnel chez Lidl, bon, globalement, si vous devez vous accommoder et manger un steak de plus, si vous êtes carnivore, vous le faites. Donc il y a une migration qui est en train de se passer pour des produits jugés identiques. Ça, c'est assez intéressant. Et cette migration, alors ça, à chaque fois, j'en pleure d'émotion, c'est que le baby-food, à cause de cette migration, a quasiment disparu du réseau bio. Hein ? Pourquoi ? C'est pas parce qu'on fait moins de bébés. C'est tout simplement parce que les produits ou l'offre a été migrée en GMS avec une valeur perçue identique. Et très souvent en bio et avec une offre identique. Donc lorsque vous avez 20% moins cher en GMS, vous allez acheter 20% moins cher. Ça a été le cas des couches, du lait ou des petits pots. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, là, je suis obligé de guider votre regard. Alors, ce que vous avez en bleu, c'est le non alimentaire. Ce que vous avez en vert, c'est l'alimentaire. Et ce qui est tout en haut, blanc, fruits et légumes, on en a parlé, c'est les fameux sans EAN qui ont un poids, je vous disais 20%, qui ont un poids important en circuit bio. Alors, auparavant, il faut que je vous dise deux choses. Là, vous avez la colonne du circuit bio. Et là, vous avez la colonne, c'est intéressant, et encore merci à notre partenaire Circana, des grandes surfaces, du bio en grande surface, d'accord ? Donc le poids, là vous avez le poids estimé des fruits et légumes, en vert l'alimentaire et en bleu le non alimentaire. Donc
Simplement, peut-être attirer votre attention que le bio a une inflation en GMS, mais globalement a une inflation qui est assez haute et qui est au niveau de l'alimentaire conventionnel, d'accord, en termes d'inflation. Attirer votre regard aussi sur le fait que le frais est important en GMS, alors qu'il est 3 fois moins important relativement en réseau bio. Et puis attirer aussi votre attention sur le fait que eh bien, on a tout le non alimentaire qui est en train de chuter nettement, d'accord, avec du moins 13, moins 10, moins 7,6. Et c'est une évolution année après année. C'est 2023 contre 2022. Donc c'est assez violent, hein. Voilà. Donc là, on a vu, et encore une fois, les transferts vers la GMS se font essentiellement à cause du prix, pour une question de logique consommation et de bon sens. Maintenant, très rapidement, pour vous parler de la crise de l'offre. Donc rappelez-vous ce qu'on se disait au départ, c'est-à-dire qu'il y a eu, pendant le Covid, pendant cette euphorie Covid, une préparation d'une invasion, ou en tout cas d'une attaque, parce qu'on est en pleine terminologie guerrière en ce moment, de la bio par la GMS, hein. Et ce que vous voyez là, je vais faire un tout petit peu de trompette, c'est une étude qu'on avait menée pour le Synabio en 2019 qui nous demandait où en était la consommation bio. On est en 2019, on est avant le Covid, avant les inflations. Et on voyait déjà de manière latente, ça c'est la première page de cette étude, c'est-à-dire la bio a gagné, ce que je vous disais en termes de comportement et attitude. Qui est contre la bio à l'heure actuelle? La bio a gagné, c'est une sorte de qualité standard que le consommateur veut adopter ou recherche. Mais elle doit changer vite parce qu'elle est vampirisée, parce que le doute s'installe. Est-ce que c'est vraiment bon la bio? Blablabla. Et parce que la guerre des prix est en train d'arriver. Voilà, 2019. Après, il y a eu le Covid qui nous a tous anesthésiés. Et puis après, il y a eu un retour à la réalité qui a été un petit peu violent. Voilà. Et ce que je vous disais en termes de copiage de toutes les vertus de la bio, on va aller rapidement. Vous avez même du coca qui est vert. Voilà, des couches. Et ça, c'est un point qui est très profond, qui n'a pas l'air comme ça, mais qui est très profond, qui est que l'argument qui gagne pour le consommateur, qui déclenche l'acte d'achat, le premier, en règle générale, entretien inclus, c'est la santé. C'est la protection de la santé. L'environnement est un argument qui est une condition nécessaire et pas suffisante. Pourquoi? Parce que tout le monde se réclame, c'est difficile à corriger, c'est difficile à vérifier, à contrôler, pardon. Mais au bout du bout, on l'a vu dans la cosmétique, le jour où il y a eu une association parabènes, ce que vous voulez, en tout cas un certain nombre d'antibiotiques ou de produits de perturbateurs endocriniens avec le cancer du sein, Cosmebio a véritablement décollé. Et puis, regardez ce que font les produits conventionnels qui optent pour des allégations qui induisent, que ça soit sans conservateur, qui induisent une amélioration de la protection de la santé. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et au bout du bout, l'ensemble des acteurs qui ont allégué la santé, ou en tout cas qui l'ont induit sans pesticides, excusez-moi, quand vous lisez sans pesticides, et je terminerai tout à l'heure par une expérience qu'on a eue concrètement, vous lisez, je risque moins d'avoir le cancer. Je suis désolé, c'est abrupt, c'est un raccourci, je sais. Mais quand vous êtes devant un linéaire, un consommateur moyen, il fait son choix en 2 secondes. Donc il y a bien à un moment donné un cerveau reptilien ou animal ou primal qui joue. Donc ça, c'est un test qu'on avait fait à l'époque qui comparait une tomate AB avec une tomate sans pesticides, avec des intentions d'achat qui étaient déjà 2019, il y a 4 ans, identiques. Voilà. Pourquoi le consommateur est paumé? Le consommateur est paumé parce que dans la généalogie des signes de qualité issus de ce projet écologique ou bio, il y a eu à un moment donné une profusion de signes qui font que le consommateur est totalement perdu. Et pour lui, au bout du bout, rappelez-vous le cerveau reptilien, le monde est plat.
Vous êtes certainement, bon, bien sûr, on ne se connaît pas, et puis vous êtes comment dire, vous êtes multiples, et vous venez d'horizons différents, mais vous êtes des connaisseurs. Mais imaginez-vous un consommateur lambda qui va faire ses courses, il croit ce qu'il voit. S'il voit une coccinelle, un bout de feuille, un sans pesticides ou un haute valeur environnementale, comment veut-on qu'il comprenne exactement quels sont les deltas, les variances entre une agriculture HVE, niveau 1, 2, 3, et un AB? Mais c'est impossible. C'est impossible. Et voilà, donc on a assisté à partir de l'eurofeuille à une profusion. Là, vous avez des labels de commerce équitable dont on peut faire la remarque qu'il y en a beaucoup. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Alors je sais, quand on est producteur, c'est très fier, on est fier de faire des labels. Nous-mêmes, maintenant, on s'occupe d'un panel, mais auparavant, notre premier métier a été de produire des labels. Et vous verrez, je vous partagerai une expérience dans 2 minutes. Et une expérience qui vient de BeFriendly notamment. Voilà, donc il y a une profusion qui fait qu'au bout d'un moment, le monde est plein. C'est-à-dire que le AB, le bio, est égal au sans pesticides, est égal à HVE, à demain la terre, etc. etc. Voilà. Et donc, ce monde plein, eh bien, provoque une indifférenciation de l'offre et finalement des réflexes qui sont des réflexes acquis. Quand vous voyez un éleveur avec sa petite brebis, là je ne l'ai pas mis, ce jeune homme, sur les genoux, qui vous dit c'est local et je vous vends au même prix, mon fromage de chèvre, par rapport à un fromage AB, les attributs qualitatifs vont être jugés identiques, voire meilleurs. Voire meilleurs, parce qu'on se dit, bon, c'est le petit producteur, il a fait gaffe. Mais il peut être absolument pas bio. Donc il y a une équivalence là qui est en train de se jouer. Voilà. Alors, et j'en ai encore pour 3 minutes, c'est pas notre rôle de proposer des solutions. Vous allez me dire, c'est facile, Bernard. Vous analysez, vous critiquez, vous voyez ce qui se passe, mais vous ne proposez pas de solution. Alors, c'est pas notre rôle, mais on vient de métiers où on a proposé et on voit à peu près ce que sont les solutions. Et dans ces métiers, notamment, on a notamment appris qu'il y a une règle simple pour construire des offres marketing, alors qui est d'une simplicité biblique, mais elle est simple, mais il faut l'appliquer derrière, et il faut y réfléchir. Prenez 2 secondes ce petit triangle, il dit quoi? Il faut qu'en général, pour qu'un produit marche, il faut qu'il s'adresse à quelqu'un. Alors peut-être à tout le monde, mais en tout cas, il faut être clair à qui on va s'adresser. Ensuite, il faut que ça soit unique, parce que sinon, les gens vont ailleurs. Bon. Ensuite, il faut que ça soit motivant. Et vous savez pourquoi j'insiste sur le motivant. Il ne faut pas que ça soit motivant pour le producteur, il faut que ça soit motivant pour le consommateur. Et il faut arriver à s'oublier. Quand Apple fait, je ne sais pas, bon, vous avez tous un iPhone dans vos poches ou entre les mains. Quand Apple fait un iPhone, il ne vous raconte pas, comme IBM à l'époque, tous les efforts qu'il doit faire pour faire un portable. Il vous dit juste, avec ça, vous allez avoir accès à tout le monde immédiatement. Basta. Après, nous, on s'occupe de nous. Voilà, il y a cette espèce d'égocentrisme qu'il faut évacuer pour passer à un marketing très spécial, qui est le marketing de la demande. Pour l'instant, le réseau bio a vécu sur un marketing de l'offre. Mais je finis sur mon triangle. Et ensuite, il faut être crédible. Il faut qu'on vous croie. D'accord ? Donc, je m'adresse à quelqu'un. Ma proposition est unique. Elle est intéressante, motivante. J'en ai besoin. Je la prends, j'achète. Et elle est crédible. Alors, à partir de là, nous, on a essayé de regarder le réseau bio et on se permet de donner quelques conseils. On en a bien sûr plus. Et encore une fois, c'est vraiment en toute humilité parce on discute avec beaucoup d'entre vous et on comprend tous les efforts. Mais si on réfléchit bien, le réseau bio, depuis le début, a été un laboratoire de progrès sociétal. C'est pour ça qu'au début, je parlais de la sociologie de consommation, de progrès sociétal. Et ça a toujours été une consommation de progrès, parce qu'on est devenu plutôt... Il y a eu une attention à l'écologie, par exemple en entretien, à ne pas disperser des produits polluants. Puis ensuite, ça a ramifié dans la population tout entière comme un besoin absolument nécessaire. Donc, consommation de progrès,
paraît, disons, assez astucieux. Ensuite, quelques points. Le premier, c'est que qui dit consommation de progrès dit un positionnement à assumer. C'est quand même assez étonnant que si on regarde toutes les familles du réseau bio, toutes les familles, elles se baladent à peu près à 5% de la consommation générale de la famille concernée. Et c'est 5-6%. Et c'est une sorte de limite qui est atteinte. À la limite, cette limite, il faut mieux l'assumer, avoir des prix qui sont motivants, qui permettent des marges et qui permettent de l'assumer et de refaire de la R&D derrière, plutôt que de passer son temps à se dire mais est-ce qu'on ne devrait pas quand même travailler pour la masse? La masse, il viendra derrière. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. C'est pour vous dire que je pense que l'époque a besoin de décisions relativement tranchées, assez rapides. Ensuite, le réseau, alors là c'est une condition nécessaire désormais, a besoin d'une bonne architecture de prix avec de la promotion. Les MDD, de toute façon, ce qui est en train d'être fait, parce que la croissance de MDD depuis le début de l'année, toute famille confondue, est à plus 20%. Donc là ça pousse et donc le prix moyen est plus accessible. Et deux derniers points, puis on va passer aux exemples, c'est qu'il faut être différent, mais dans la durée. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Être motivant pour de vrai, et ensuite défendre sa crédibilité. Quand on voit qu'un sans pesticides égale un AB, enfin, je ne sais pas, mais à un moment donné, on s'est fait déposséder d'un capital. Puisque vous avez un producteur qui fait le 10e de ce que fait AB et qui revendique le même bénéfice. C'est qu'il y a quand même, là, il y a un problème de pilotage de la communication et de la qualité. Et je vais terminer par quelques exemples, à la fois de ce qui a été fait, plus ou moins bien, de ce qui marche, et de ce qu'il faut éviter. Alors, je vais aller assez vite, et encore une fois, vous aurez la présentation sur site. À l'heure actuelle, Déméter marche plutôt bien. Déméter, c'est cher. Déméter, sa réputation est excellente. Les consommateurs moyens ne savent pas ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, Déméter n'a pas été attaqué par les attaques qu'il y a pu avoir successivement sur la bio. C'est une sorte d'absolu dont on ne comprend pas trop ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, pour discuter avec les responsables de Déméter, c'est le centenaire, je crois, cette année ou l'année prochaine. Il va y avoir donc une volonté d'expliquer plus ce qu'il y a derrière. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'absolu. D'ailleurs, ils ont fait un travail dans les vins absolument remarquable. Donc on se dit, il y a du goût, c'est normal que ce soit plus cher, etc. Donc viser une sorte d'absolu, là, en tout cas, ça fonctionne. Si on regarde le faux avantage, ça c'est important, hein, il y a eu, comme laboratoire de progrès, la bio a lancé des produits cosmétiques ou même d'entretien, enfin, sans eau. Donc, pourquoi pas? Ça a été une tendance. Ça permet de donner un peu de sens à son achat. Le problème du sans eau, c'est que demain matin, vous avez tout le monde qui fait du sans eau. Donc c'est comme les gummies en complément alimentaire. On fait des gummies, donc c'est comment dire, un format assez sympa. Mais très rapidement, ce n'est pas ce que les Anglais appellent ça sustainable advantage. Ce n'est pas un avantage concurrentiel qui dure. Donc ça va bien pour quelques mois, puis ensuite on est rattrapé. Ça, c'est une course qui n'est pas valable dans la durée, parce qu'au bout du bout, on perd de l'argent avec ces systèmes. Il vaut mieux essayer d'avoir des avantages concurrentiels profonds par rapport à une motivation pertinente. Et pour vous donner un exemple de différenciation et d'exclusivité, les céréales oubliées qui sont plutôt exclusives du réseau bio, ça, différent, ça, c'est un réseau, c'est un segment, pardon, qui fonctionne plutôt bien, qui est plutôt en croissance dans un marché qui souffre à l'heure actuelle. Et je terminerai sur deux points. Le premier, c'est que, comme laboratoire de progrès, le réseau bio avait la possibilité, ou a la possibilité, regardez, ça c'est Albertine en Hollande, qui propose d'expliquer aux consommateurs qu'en passant par de l'équitable ou du bio, il y avait un avantage de prix que la société devrait payer. Et il donne les deux prix. Le prix réel et le prix en comptabilité complète, avec le prix de l'environnement, du bénéfice qu'on apporte à l'environnement, etc. Donc voilà, ce sont des initiatives qui permettraient au réseau bio de donner un statut réel. Et il faut faire attention. Et je terminerai par une expérience que j'ai eue personnellement de Malater, qui est un groupement de producteurs non bio
conventionnel, mais qui a fait un certain nombre d'efforts, était venu me voir il y a assez longtemps maintenant pour mettre au point un label de biodiversité. J'aurais dit, moi, la biodiversité, on ne peut pas avoir un label. De toute façon, qui est là à compter le nombre de mouches, de bactéries, de ce que vous voulez? C'est très difficile. Un label, il faut que ça soit quand même précis, communicant, etc. Donc je leur ai dit, on va prendre l'abeille. Et il se trouve qu'il y avait un scandale que vous connaissez, un gros problème pour les abeilles, sur les néonicotinoïdes. Donc on a monté un label avec une exclusion qui était au moins bio, et avec une, pardon, qui n'était pas au moins bio, je dis des bêtises, qui n'était pas bio, mais avec une exclusion des néonicotinoïdes pour dire que Demain la Terre avait une volonté nette de protéger les abeilles. Et ensuite, c'est d'ailleurs EcoCert, puis Veritas, je crois, qui l'a contrôlé et labellisé. Bon. Donc le label marche bien, enfin marche bien, on le met au point, Bee-Friendly, avec l'Union des apiculteurs. Bon, ça se passe effectivement plutôt bien à ce niveau-là. Et puis on s'est dit, on va aller le proposer, ce label. On est allé voir Andros, on est allé voir Monoprix. Puis à l'heure actuelle, il a du succès. Chez Monoprix, je crois qu'il y a une trentaine de filières, si vous y allez, qui sont Bee-Friendly désormais. Donc du succès. Et puis, on a été appelé plutôt rapidement, mais de manière un peu pressante, par les fabricants de baby-food, les Blédina, consorts Nestlé, etc. Et bon, ben, on a proposé ce label, ils étaient intéressés. Certains ont pris le label au bout du bout, et notamment des gens comme Nestlé. Et moi, au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde est intéressé comme ça? Enfin bon, ce sont des petites abeilles, c'est une petite initiative, d'où ça vient? Donc je me suis dit, je vais quand même le tester auprès de consommateurs. Donc vous voyez là, c'est le logo Bee-Friendly, celui que vous voyez sous la pomme là. Et puis je passe les pommes devant des consommateurs en disant, bon, qu'est-ce que vous voyez? Et est-ce que vous préférez cette pomme qui porte le label? Mais la taille du label, regardez, c'est en haut à droite sur la pomme, hein, c'est à l'échelle. Et il préférait le label, il préférait la pomme avec la petite mouche, puisqu'en fait, il voyait une mouche et pas une abeille. Donc je leur ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, ils m'ont dit, oui, comme ça on n'a pas le cancer avec cette pomme, puisqu'elle aime les mouches, il n'y a pas d'insecticide, voilà. Donc voilà tout un projet sur lequel on peut se dire que la communication est subtile, et j'ai compris à rebours pourquoi l'ensemble des fabricants de masse, de volume, étaient intéressés par ce label, parce qu'eux étaient bien meilleurs que moi, ils avaient vu le coup. Ce label qui leur permettait d'avoir un surcoût mineur et finalement une réputation et une perception de qualité identique à la baie. Voilà, merci.